Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes le mercredi 28 février. Bonne fête à tous les Romains et les Antoinettes et bienvenue pour cette nouvelle édition. Ce mercredi, c'est la journée des maladies rares. Nous avons rencontré Lorenzo, un petit garçon atteint de myéopathie mitochondriale. Cette maladie est classée dans la case des maladies rares et génétiques. Découvrons cette maladie très handicapante à Chambon-sur-Voueize, dans la Creuse. Donc avant la maladie, nous étions heureux, hein, nous attendions donc Lolo, nous étions impatients de le voir naître comme tout parent. Voilà, moi j'ai travaillé, mon mari travaillait également. Et après donc cette dégringolade, le quotidien a complètement changé. Tout s'arrête en fait. Et bon, moi je me suis arrêtée de travailler, j'avais pas le choix. Et après cette dégringolade, le quotidien a complètement changé. Arrivé, je sentais au fond de moi que quelque chose de grave était en train de lui arriver parce que bon, j'ai un premier enfant, donc j'avais un repère et je pensais bien que c'était pas normal tout ce qui arrivait. Du coup, nous nous sommes retrouvés, feront n'importe quelle maman, sur les forums. Je notais les symptômes qu'avait mon enfant pour essayer d'avoir une réponse. À l'époque, quand j'avais amené Lorenzo à la PMI de mon village, on m'avait noté sur son carnet de santé hypotonie. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais compris que l'enfant était tout mou. Ça pouvait être passager, donc je me disais peut-être que ça va s'arranger. Et donc au bout d'un moment, on a bien compris que ça n'allait pas s'arranger. Quand le diagnostic est arrivé, là nous avons pu enfin mettre un nom sur la maladie. Donc cette cytopathie mitochondriale. Dans cette maladie, la cytopathie mitochondriale, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de traitement. Il n'y a aucune solution pour réduire réduire la maladie ou le faire guérir en fait. Il n'y a pas de moyen. Lolo, il ne sera pas longtemps avec nous en fait, hein, malgré son sourire, parce qu'en fait son cœur est atteint. Comme c'est une maladie des muscles, tous les muscles de son corps sont atteints. Et du coup, son cœur travaille beaucoup, il travaille trop. Et le 27 mai, à l'abbatiale de Chambon, les 35 choristes pour Lolo, ça va être un grand truc, je pense. Ouais, ça va être génial, ça va lui plaire. Il aime bien les chansons. Ah oui, il adore la musique. Ouais. Ça va être émouvant parce qu'il y a 20 chansons, 35 choristes le soir. Épilumière est une association montluçonnaise qui vient en aide aux enfants malades et hospitalisés. Depuis 25 ans, elle a réalisé de nombreux projets pour le confort des enfants. Tout récemment, l'aménagement d'une pataugeoire thérapeutique au centre Jean Billot à Montluçon. En 2018, de nombreux projets sont dans les tiroirs, et notamment le financement de petites voitures électriques qui serviraient à transporter les enfants de leur chambre au bloc opératoire. Faites chauffer les moteurs. Marius, Alissa et Milo sont prêts pour le départ. Faites attention! Plus question de penser à la maladie ou à l'opération. Dès leur arrivée, la seule chose qui préoccupe les enfants, c'est le choix de leur bolide. Je veux celle-là! Celle-là? T'es content? Oui, très content. Pourquoi t'es content? Parce qu'elle est belle. C'est la grande nouveauté ici à l'hôpital de Valenciennes. Terminés les brancards, désormais les petits patients se rendent au bloc en voiture électrique. Des voitures qui ont été offertes par le personnel de l'hôpital et par les joueurs du club de football de Valenciennes. L'objectif, limiter le stress des enfants de manière plus naturelle. C'est une façon ludique de leur faire penser à autre chose. Ils vont en bloc opératoire, sans stress, plus détendus. Et ça nous permet éventuellement de mettre moins de médicaments
pour les détendre avant le bloc opératoire, voire ne pas en mettre du tout. Milo a 7 ans, c'est la toute première fois qu'il se fait opérer et pourtant à son arrivée au bloc, aucun pleur. La mission est plus que réussie. Tu vas te faire? Opéré. Oui. T'as pas peur, Milo? Bah non. Je suis assez grand pour plus avoir peur. Et la voiture, ça t'a donné du courage? Oui. Et il n'y a pas que les enfants qui sont rassurés. On voit qu'il a le sourire, donc c'est rassurant. Moins de stress pour vous aussi? Oui, on a bien rigolé. Pour l'instant, l'hôpital de Valenciennes ne possède que 3 voitures électriques, mais compte bien développer cette technique pour redonner le sourire aux plus petits. Nous recevons Viviane Lesage, la présidente de Épis-de-Lumière. Alors, je vais vous parler d'un projet phare très novateur, s'il peut se réaliser sur l'hôpital de Montluçon. C'est celui de l'achat de petites voitures électriques qui conduiraient les enfants de la chambre au bloc opératoire en ambulatoire. Ce projet qui a déjà été testé et qui est déjà réel dans plusieurs hôpitaux de grandes villes de France permet, c'est un anti-stress extraordinaire pour l'enfant. Ça permet de supprimer des médicaments avant le bloc pour les calmer. Et puis ça permet aussi aux parents, comme ils voient leur enfant bien, de ne pas eux aussi avoir de stress. Bonne route pour cette année 2018. Et si vous avez des messages à lancer, vous avez besoin d'aide pour votre association, vous savez où nous trouver à Montluçon. Merci à vous et merci du soutien que vous nous apportez bien avant que vous ayez l'idée formidable de créer cette radio. Vous avez été toujours, Dominique, à côté des enfants malades. Et ça, merci beaucoup. C'est gentil, merci. Amis pêcheurs, ces 2 jours sont pour vous. Le Forum international de la carpe et du silure, c'est ce week-end au Parc des Expositions. L'édition 2017, ce fut plus de 20 000 entrées durant ces 2 jours consacrés à la pêche. À Tanor, à Montluçon, ce sera le Salon de la Femme les 3 et 4 mars 2018. De très nombreuses animations, des défilés, des shows, des exposants. Le salon pour vous, mesdames, est ouvert aux hommes. Un rendez-vous à ne pas manquer, donc c'est ce week-end, les 3 et 4 mars, à Atanor, à Montluçon. Dans la Creuse, Dontré est une commune très active. Durant la fête patronale, le village brille de 1000 couleurs. En 2018, ce sera les 1er et 2 septembre, 2 jours de fête et de festivités. Saint Julien, soldat français dans l'armée romaine, a été martyrisé par les Romains à cause de sa conversion au christianisme. Il a été pris dans la forêt de Drouille et brûlé à Brioude. Saint Julien, c'est le patron de la paroisse de Dontré. Saint Julien est donc le saint patron de la commune, tout simplement parce que Saint Julien donc a vécu dans la forêt de Drouille, donc il y a un rocher qui est juste au sud du bourg, et Saint Julien a été persécuté par l'armée romaine. Donc il est venu se réfugier dans la forêt de Drouille. Donc il y a vécu pendant plusieurs années, et quand il s'est fait poursuivre, il est reparti d'ici et a été à Brioude. Il a été pris là-bas et a été décapité à Brioude. Et donc Saint Julien est donc le saint patron de la commune de Dontré. Depuis 50 ans, la fête votive devenue la fête patronale de Saint-Julien, c'est 3 jours de liesse où petits et grands sont venus faire la fête. Alors hier soir, donc le bal sous parquet sur la fête. Aujourd'hui, donc ce matin, on est à Germenay, l'étang de Germenay pour le concours de pêche. Donc ça dure 3h30. C'est ouvert à tous. Donc on a fait un lâcher de truite hier soir. Ensuite, à l'après-midi, à 14h, début de la pétanque, en doublette, sur la place. Tout se passe sur la place après. Ce soir, on a un repas sous chapiteau, donc paella géante. Et à 21h, début du concert d'Assez Déçu. Suivi ensuite du bal sous parquet.
Et demain, on rattaque avec un autre repas sous chapiteau, donc pâté aux pommes de terre. Et l'après-midi, banda, défilé de chars. Et le soir, feu d'artifice. Une multitude d'animations a donné des airs de fête à la commune. Le bal a ouvert les festivités qui seront refermées par le traditionnel feu d'artifice. Le comité des fêtes, c'est une trentaine de bénévoles avec un but commun, animer la commune de Dontré. Donc essentiellement, c'est que des gens de la commune, avec d'autres personnes qui travaillent sur la commune, d'autres jeunes ou des jeunes des alentours. On est environ une grosse trentaine, on est une bonne trentaine. Que des jeunes. Donc ça va de 16 ans à 35 ans, et quelques autres personnes de plus, de plus de 50 ans qui nous donnent un coup de main. Avant on organisait plus de choses, mais maintenant c'est au mois de juillet avec les temps neufs. Bal à l'étang neuf en plein air. Feu d'artifice, fête foraine, voilà le 13 juillet. L'année prochaine ce sera donc les 20 ans. Et ensuite le tourbillon avec Dontré Actif. Donc c'est un week-end festif qui se passe à la salle des fêtes. Il y a concert, repas, jambon au foin. Et cette année on a fait l'intervillage le dimanche. Et puis ensuite donc la fête patronale et le loto au mois de novembre. Les sportifs montluçonnais ont forgé l'histoire de Montluçon. Dominique Picton, auteur de nombreux livres, présente son dernier ouvrage, Les sportifs montluçonnais. À travers son livre, retrouver les visages d'autrefois. Donc dans ce livre, on retrouve le Montluçon contemporain. Voilà, tout à fait, parce que les photos datent de 3 mois, donc c'est vraiment contemporain. Voilà. Par contre, en début d'année, donc au mois de mars, j'avais sorti donc Quand tu as connu Montluçon dans les années 60-70. Donc c'est principalement des photos noir et blanc. Au mois de juin, j'ai sorti le tome 2, donc voilà, années 60-70, toujours les mêmes photographes. Voilà. Et là, dans celui-là, il y a quelques témoignages d'amis montluçonnais qui ont bien voulu parler de leur quartier d'enfance, parler de leurs voisins, des commerçants, citer des noms de commerçants, citer des noms de voisins, et puis quelques petites anecdotes croustillantes. Alors le prochain, donc là, je suis en train de faire la mise en page depuis à peu près un mois. Je finis le bouclage normalement la semaine prochaine. Ça va s'intituler Les sportifs montluçonnais de 1900, parce que j'ai les photos qui datent de 1900, d'escrime, de 1900 à nos jours, donc il y aura des photos de rugby, de boxe. C'est un nouveau livre sur sur les anciens sportifs montluçonnais. Il y a beaucoup de photos anciennes. Les premières photos que j'ai, la première photo doit dater de 1900. Voilà, c'est une photo d'escrime. Et après, il y a beaucoup de dossiers. Il y a des dossiers sur le cyclisme, sur la boxe, sur le rugby, sur le foot, le basket, enfin tous les sports qu'on a connus au début du siècle et les sports un peu majeurs, on va dire. Voilà. Alors donne-nous un petit peu l'envie de venir acheter ton livre. On peut trouver de pétillant dedans. Alors, ce qui est pétillant, c'est que par rapport à d'habitude, c'est que 90% des photos qui sont à l'intérieur ne sont pas sur Internet. Parce que les gens maintenant, la simplicité, on est chez soi devant l'ordinateur, on tape, on clique, on cherche des photos qu'on trouve ou qu'on trouve pas, bon, des fois de mauvaise qualité. Là, l'originalité, c'est que les photos, c'est des originaux qui sont aux archives municipales, donc ils sont jamais sortis des archives. Donc à part les gens qui les ont vus, bon bah visuellement comme ça, mais ça s'en reste là, ou qu'on fait quelques photos éventuellement parce qu'on peut faire des photos avec un portable. Voilà, donc 90% des photos sont des photos inédites, on va dire. Donc c'est ça déjà l'originalité. Les 10 et 11 mars à Mazirin dans la Creuse, ce sera la fête de la Saint-Cochon. 2 jours de festivités, on en reparle prochainement dans nos prochaines éditions. Dans le cadre de la nouvelle carte scolaire 2018-2019, la préfète de l'Allier reçoit aujourd'hui les parents d'élèves pour évoquer les projets de suppression de classe. Si je vous dis baroudeur, à quoi pensez-vous? Un aventurier avec des chaussures de rando et avec un sac démesuré? Le baroudeur n'aime pas suivre le troupeau. Ce n'est pas un mouton de panurge. Il aime découvrir les lieux d'exception en limitant les visites des lieux touristiques trop bondés. De Madagascar en Amérique du Sud, il sillonne les lieux atypiques du monde. Tu rentres il n'y a pas longtemps de l'Amérique du Sud. Donne-nous un petit peu l'objet, le pourquoi et le comment tu baroudes le monde d'année en année. C'est venu d'une amie avec qui je suis parti la première fois qui a lancé cette idée-là. Et la première fois, je suis parti sans réfléchir. Le mieux, c'est de ne pas réfléchir d'ailleurs.
Et puis je me suis pris au jeu et finalement après voilà, tous les ans je me suis dit que j'avais besoin de ces 3 semaines, 1 mois de coupure totale et de découvrir quelque chose. Et donc depuis 3-4 ans maintenant, je fais ça. Je pars dans un pays qui n'est pas forcément décidé à l'avance et je m'en vais quelque part. À titre personnel en fait, pour découvrir un peu ce qui se passe ailleurs, comme je dis on se plaint souvent de chez nous, donc c'est bien d'aller comparer avec ce qui se passe ailleurs aussi. Donc voilà, 1 mois par an, en moyenne, j'essaie d'aller découvrir un pays différent, un continent différent, des cultures différentes. Donc voilà, 1 fois par an, je pars dans un pays qui n'est pas forcément prédéfini, mais je m'en vais voyager quelque part. Quel est le but de ces, entre guillemets, expéditions? La découverte, la coupure de ce que je vis sur le reste de l'année en fait. Il n'y a pas un but précis, si ce n'est que de voyager et de découvrir des choses totalement différentes du quotidien que je peux avoir. Et être coupé de tout ce qui nous entoure habituellement. Donc voilà, d'être tout seul avec un sac à dos et des gens qu'on ne connaît pas, des cultures qu'on ne connaît pas. Et l'impression de renaître un petit peu en fait à chaque fois dans quelque chose qui est tout nouveau. Tu es représentant syndical, tu travailles chez Dunlop. Oui. Quel effet ça te fait de te retrouver à plus de 5000 mètres d'altitude? Ça fait un bien fou en fait parce qu'on oublie tout. On oublie tout ce qu'on a d'habitude en tête, tout ce qu'on doit gérer. On est juste concentré où on intègre ce qu'on doit faire là-bas et on oublie tout le reste, donc c'est une coupure totale, complète, et ça fait un bien à la tête et au corps qui est génial quoi. Ton dernier voyage, donc c'était en Amérique du Sud, je crois que c'était au Pérou, c'était en Bolivie. C'était la traversée de la Bolivie et une partie du Pérou aussi. Oui, les cultures sont effectivement différentes de chez nous, tant sur le côté religieux que sur la vie de tous les jours. Et oui, au Népal, il y a des parcs où effectivement les morts sont brûlés, on va dire en public. Donc oui, effectivement, c'est des choses qui chez nous ne sont pas connues, sont même pas forcément comprises, mais chaque pays a ses cultures et voilà, ça fait partie des choses qui sont marquantes. Après, chaque pays dans sa globalité, les modes de vie, tout ce qui s'y passe, qui est totalement différent de chez nous. Les notions sont totalement différentes par rapport à que ce soit l'argent, la nourriture, enfin voilà, tout est complètement différent. Et comment on ressort lorsque tu reviens sur la région? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? On relativise surtout beaucoup de choses au final, de beaucoup de choses dont on se plaint tous les jours et qui sont pas si graves, de tas de choses dont on râle en permanence, nous Français, et finalement quand on voit ce qui se passe à l'étranger, on n'est peut-être pas si mal lotis que ça. Et on relativise beaucoup de choses par rapport à nous, par rapport aux autres, par rapport aux enfants et par rapport à beaucoup de choses. Ouais. Tout est différent, on ne peut pas comparer un point précis parce que tout est différent dans la globalité. Mais les exemples frappants, je le prendrais plutôt à Madagascar dans l'orphelinat avec des enfants. Vous allez sur le marché, il y a des marchés géants et vous leur proposez de leur acheter un souvenir, un cadeau, quelque chose. Ils vont s'acheter une paire de tongs parce qu'ils en ont besoin pour marcher tous les jours. Ils ne vont pas forcément acheter le jouet dernier cri. Voilà. Vous allez avec un enfant en France, vous allez à Carrefour et vous lui donnez 5 €, il revient avec le dernier jouet Star Wars ou je ne sais pas lequel dessin animé. Mais voilà, donc c'est des choses qui font relativiser, qui font peut-être voir un peu les choses importantes de la vie dont on n'a pas forcément de notion nous. Dans notre monde européen en fait. La prochaine expédition, je crois que il y a des envies de froid. Il y a des envies de froid effectivement. Mais qui peuvent se transformer aussitôt direction de la chaleur quoi. Ouais. Bah en fait j'aimerais bien faire le Groenland ou faire une extrémité nord. Alors c'est un peu compliqué au niveau des saisons pour gérer avec les périodes de nuit et les périodes de jour. Mais effectivement je peux partir sur le Groenland et me retrouver au milieu du Vietnam ou dans je ne sais quel pays ou île perdue au milieu du Pacifique. Donc je sais pas encore, mais oui j'aimerais bien changer de continent pour faire à peu près tous les continents et en quelque sorte un peu tous les modes de civilisation qu'il y a, qui sont en Amérique du Sud, Asie, tout ça, qui sont déjà une entité à part entière. Alors donc après Koh-Lanta et après d'innombrables voyages. Koh-Lanta on va le tenter. Ouais. Voilà. Donc c'était Thomas Monilati, donc vous pouvez essayer sur la page, on vous donne l'adresse de la page Facebook, hein, qui se met juste en dessous, et puis on vous donne rendez-vous pour de futures aventures. Merci de votre attention, nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, 19 h, et portez-vous bien.